Bonjour, je suis Kinan Lokar, je suis écrivain, et c'est avec un immense plaisir que je vais vous raconter l'histoire de Nano, ce roman futuriste écrit en 2010. Bonne écoute. Lorsque tout a commencé, je me souviens de peu de choses. Ces tatouages qui occupent une grande partie de mon corps sont les seules brides de mon passé auxquelles je peux me raccrocher. Lorsque Clara m'a trouvé au bord du grand océan, presque mort à ce qu'elle m'a dit, je n'étais presque plus rien. Un corps en lambeaux, encore animé de quelques soubresauts tout au plus. Puis, je me suis reconstruit un peu. Je ne sais pas ce que je suis. Mon passé s'est muré dans les tréfonds de mon âme. Il paraît que chaque année dans le monde, il y a des milliers de personnes, un peu comme moi, qui perdent la mémoire. Mais en ce qui me concerne, la comparaison s'arrête là. Parce que moi, jour et nuit, je rêve. Il s'agit de songes si particuliers. Des souvenirs qui m'envahissent. Je ne sais pas si j'ai vraiment vécu ces instants, mais j'en ai été le témoin, c'est certain, d'une certaine façon. Pour moi, c'était hier. Mais pour vous, c'est demain. C'est le futur. Souvent, quelques jours, quelques mois plus tard, ce que j'ai vu en rêve devient réalité. Mais il y a toujours un indice, en cherchant bien, en observant le monde. Des événements précis qui montrent que ce que j'ai vu va arriver. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les experts du centre. J'ignore pourquoi, mais quand mon subconscient fouille dans mon passé, c'est le futur qu'il voit. Malheureusement pour moi, je ne parviens jamais à me remémorer les événements de ma propre vie. C'est très frustrant. En fait, c'est un peu comme si j'étais assis, passif, devant un écran de télévision à regarder le journal des prochaines années. C'est même un peu complexe, car je vois le monde de demain, mais je ne perçois aussi des sons, des odeurs. C'est parfois très perturbant. Imaginez, l'odeur du sang après un massacre, comme si vous y étiez. Ça vous prend aux tripes. Je ressens le monde comme si j'y étais, mais je n'y suis pas. Jamais. Je ne peux pas intervenir, même devant la plus criante des injustices. Je pense que si Alexandre, l'ami d'enfance de Clara, n'occupait pas un poste aussi important, je serais resté une curiosité d'hôpital psychiatrique. Mais voilà, il en est autrement. Je ne suis pas devenu une attraction et vous ne me voyez jamais à la télévision, car mon existence est restée secrète. Il m'utilise. Je sais bien qu'il y a un intérêt mercantile derrière tout cela, mais quand mes prédictions semblent prendre corps, je me sens utile. C'est tout ce qui me reste de toute façon. Mais ne vous y méprenez pas, je ne verrai pas votre avenir personnel dans le mar de café ou dans un jeu de cartes magiques. Je suis incapable de savoir ce qu'il adviendra de vous individuellement. Désolé. Je ne vois que ce qui va vous arriver à tous, globalement. Je me souviens des guerres, des découvertes scientifiques, des grands événements. Je me souviens en particulier de ce qui va bouleverser votre existence, votre conception du monde et de la vie. Je me souviens des nanocorps. Chapitre 2. L'aube. Clara m'a réveillé à l'aube comme tous les jeudis. Mes articulations me font mal, mais c'est de mieux en mieux. Je retrouve la santé, tout doucement. Enfin, retrouve. Je ne sais pas comment j'étais avant. Fais voir le miroir. Un visage d'enfant sur un corps endolori, c'est bien moi. Sur mon dos, les cicatrices s'estompent et les symboles apparaissent plus clairement. C'est comme si tous ces signes inscrits sur ma chair essayaient de me dire quelque chose de moi, mais impossible de comprendre leur langage. Il est 6 heures. Alex ne va pas tarder à venir me chercher. J'ai 5 minutes de répit pour bouquiner un petit peu. Il va encore m'emmener au laboratoire, dans ce sous-sol surchauffé, avec ses centaines d'ordinateurs et toutes ces blouses blanches à perte de vue. Ils vont encore me faire défiler des images, des sons, des textes, et il faudra que je dise si ça m'évoque quelque chose, un souvenir. Ils espèrent toujours que ça va déclencher une transe. Lorsque ça arrive, mon esprit bascule dans un état second. Je ne sais pas à quoi je ressemble vu de l'extérieur à cet instant, mais pour moi, c'est comme si on appuyait brutalement sur un interrupteur. Je me retrouve alors au milieu des limbes blanchâtres, pleinement conscient de mon état, et je n'ai plus qu'à attendre. Attendre que la scène s'éclaircisse. Au début, ça excitait ma curiosité. Aujourd'hui, j'ai peur. J'ai peur de ce que je vais voir. Le centre de recherche, le labo, j'aime pas cet endroit. Il fait chaud et pourtant c'est froid. Je sais pas comment expliquer cela.
Pourtant, c'est un job plutôt sympa. N'importe qui en voudrait. Je suis bien payé, j'ai tout ce que je demande. Et j'ai juste à me creuser un peu la tête pour voir si les images me disent quelque chose. D'ailleurs, je suis précieux pour eux, ils me le disent souvent. Enfin, quand je dis bien payé, c'est pour l'instant, c'est très virtuel. Je n'en vois pas la couleur. L'argent est placé sur un compte pour moi, je ne pourrai le toucher que quand mon état psychologique sera déclaré définitivement stable. Cela devrait arriver bientôt, d'après Clara. Je ne cours pas après non plus. Je ne saurais pas quoi en faire pour l'instant de toute façon. C'est mon boulot et c'est ce qui me raccroche à la vie. Mais c'est sinistre en même temps. Et ils ont besoin de moi pour servir les intérêts de ceux qui les payent très cher pour ces recherches. Je ne connais pas exactement les commanditaires. Je sais juste que c'est un groupement qui a pour nom le Cercle. Apparemment, c'est un consortium de lobby très puissant. Mais je ne me fais pas d'illusions. Il n'y a rien d'humain là-dedans. À part Louise peut-être. C'est la seule qui ne me considère pas uniquement comme un truc bizarre. Un truc qui peut rapporter beaucoup de pognon. Ah, ça sonne. C'est Alex. Salut Clara. Hello, répond Clara. Tu es en beauté. Comment fais-tu à cette heure pour être si belle? Moi, je ne ressemble à rien le matin. Clara passe sa main dans les cheveux d'Alexandre et tente de le recoiffer un peu. Ce sont tes épis qui sont pas faciles. Voilà, c'est mieux. Nejdan est prêt? Nejdan, c'est moi. Il est dans son petit salon. Il lit. Nejdan, c'est ainsi qu'il me nomme. Alexandre est d'origine russe, et il m'a attribué ce prénom qui évoque celui qui n'est pas attendu. On peut donc dire qu'effectivement, c'est un nom qui correspond plutôt bien à ma situation. Alex passe sa tête par l'entrebâillement de la porte du petit salon, puis se rapproche de moi. Il est dans mon dos, mais je l'imagine parfaitement revêtu de son long et imperméable noir qui tombe jusqu'à mi-mollet. Que peut bien dire celui qui sait déjà tout? Plus rien ne peut te surprendre, non? Salut Alex. Je lui montre la couverture du livre. Tu lis Isaac Asimov? C'est bon ça. C'est de la science-fiction. C'est bien, mais attention, cela reste de la science-fiction justement. Toi, tu es le génie qui transforme la fiction en réalité, Nejdan. Ne l'oublie pas. Allez, viens, suis-moi. Il faut toujours qu'il en fasse des tonnes. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. En tout cas, il a une sacrée allure, Alex. C'est un grand gaillard échevelé, toujours paré d'un costume impeccable. La grande classe. Il a une sacrée prestance dans ses gestes et son timbre de voix est totalement grave pour un homme si mince. J'enfile rapidement mes bottes pour me grandir un peu, car lui a gardé ses chaussures et là, on dirait qu'il fait au moins 2 têtes de plus que moi. Un manteau de cuir noir pour se protéger de la neige et du blizzard qui hurle dehors. Et nous voilà partis. Alexandre conduit et ne dit rien, comme d'habitude en voiture. La berline sombre traverse les rues de la ville, encore engourdie par la nuit. Les trottoirs sont déserts. Moi, je suis affalé sur la vitre passager. Le froid du verre et la sensation d'humidité sur mon front, ça me fait du bien. Je regarde les lueurs floues, les lampadaires sous la neige fondue qui tombe. Alex a tort et raison à la fois. J'ai tout à redécouvrir, mais j'ai l'impression que plus rien ne peut me surprendre. L'idée que les jours vont se succéder empêtrés dans ce rituel, maison, labo, sortie du dimanche, maison, labo, de nouveau, ça me fait froid dans le dos. Pourtant, je suis incapable de partir. Je me complais, semble-t-il, dans cette confortable prison. Peur de l'inconnu, peut-être. Ça y est, on est arrivé. La berline stoppe au niveau de la barrière pour permettre aux vigiles de s'approcher pour le contrôle. C'est un centre de recherche qui donne sur une rue sinistre dans une zone post-industrielle. Juste une inscription inscrite à l'entrée. CRAMS, C-R-A-M-S. Il y a de nombreux laboratoires, des scientifiques, des experts, dans tous les domaines, des salles informatiques à n'en plus finir. Il y a même un service qui m'est entièrement dédié à moi, prévision et modélisation. Hier, j'ai eu une vision, une impression de déjà-vu. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Cette fois, c'était terrifiant, encore plus que d'habitude. Nous entrons dans le labo. Ce matin, Alex a prévu une entrevue avec un invité. Il m'incite à le suivre dans un des petits salons. Nejdan? Oui. Tiens, assis-toi là. C'est Van Garven, un membre du cercle, qui nous rend visite. Je sais juste que c'est quelqu'un d'important, sinon Alex ne ferait pas tant de manières pour le recevoir. On s'assied. Les sièges en velours créent une atmosphère faussement rassurante et confortable.
Une tasse de café tiède trône sur la petite table. Van Garven commence. Alors, Nejdan, Alexandre m'a dit que je pouvais m'adresser directement à toi. Cela ne te pose pas de problème? Non, aucun. Eh bien, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Parle-moi du futur. Parle-moi de ce que tu as vu récemment. Alex avale sa salive, probablement qu'il s'agit là d'un des bailleurs de fonds du centre de recherche. Probablement qu'il espère, dans mes réponses, quelque chose qui va le convaincre de continuer à investir. Je continue. Comment vous dire? C'est pas si simple de vous raconter ce qui va arriver. La vérité n'est pas facile à entendre, pas facile à exprimer non plus, mais c'est pourtant la réalité. Je suis prêt à tout entendre, enchaîne Van Garven. Vous savez, le futur, même moins terrible que celui que vous craignez, celui devant lequel vous aimez frissonner au cinéma, est toujours insupportable, si vous n'avez plus de doute sur son avènement. Que veux-tu dire, Nejdan? Eh bien, tout le monde sait qu'il va mourir un jour, par exemple, n'est-ce pas? Vous en êtes conscient. Bien entendu, mais je ne vois toujours pas où tu veux en venir, Nejdan. Bien, mais imaginez quelques secondes que l'on vous indique le jour, le lieu, l'heure et les circonstances de votre décès, précisément. Imaginez que vous n'ayez aucun doute sur la véracité de ces informations. Cette idée deviendrait alors tout à fait, absolument terrifiante, non? Ce serait même tellement insupportable que vous feriez tout pour convaincre d'une supercherie. L'homme s'impatiente. Il ne s'attendait pas à cela et Alex reprend la main. Nejdan, on n'est pas là pour faire de la philosophie. Le temps de notre visiteur est précieux. Parle-lui de tes derniers rêves. J'en consens. D'accord. Le monde dans lequel vous vivez n'est qu'une parenthèse. Cela, il faut vous en convaincre. Le chaos arrive à grands pas. Je me souviens des premières grandes crises. Celles qui vous frappent là en ce moment aujourd'hui ne sont que les prémices de ce qui vous arrivera. J'ai prédit les premiers soubresauts économiques de ce monde vacillant. C'est ce qui m'a valu votre grande sollicitude, je crois. Aucune réponse ne vint en retour, pas même un mouvement de sourcil. L'humanité se trouve à la conjonction de grands défis. L'énergie qui vient à manquer, et notre maison de terre qui se meurt. Les réserves de la planète s'épuisent. Elles ne sont plus capables de subvenir aux errements boulimiques de notre mode de vie. Alex hoche la tête sur le côté en signe de réprobation. Il faut absolument que je cesse de provoquer notre invité. Il sait se muer en homme d'affaires, Alex, lorsqu'il s'agit de parler investissement. Mais je continue, comme si de rien n'était. Je peux vous parler des émeutes de la faim en Russie, du massacre de Mogadiscio, de la disparition de Tokyo, de l'attentat à la bombe magnétique à Wall Street. Je peux aussi vous parler du jour où la Chine abandonnera la dette américaine, ce jour où le monde sera si proche de la Troisième Guerre mondiale. De quoi voulez-vous que je vous parle en définitive? L'homme semble désabusé. Alex est presque en colère. Il triture une cigarette extraite de son paquet. Non, Nejdan, notre invité veut que tu lui parles des nanocorps. C'est de ça qu'il veut que tu lui parles. Je le savais, bien sûr, mais j'attendais qu'il me le demande. Ah oui, évidemment. D'après ce que j'ai vu dans mes rêves, ce sera une révolution, à la fois scientifique et conceptuelle, qui va bouleverser la vie sur la Terre. L'invité semble enfin éprouver un intérêt pour notre conversation. Où, quand et comment cela va-t-il arriver? Franchirait-il? Ce ne sont que des rêves, ça ne se commande pas. La première fois que j'ai vu les nanocorps, ça se passait dans un laboratoire israélien. Le champagne coulait à flot ce jour-là. Apparemment, on fêtait une grande avancée scientifique. Un des chercheurs s'employait à vulgariser la découverte auprès d'un journaliste venu pour l'occasion. Qu'est-ce qu'il lui disait? Me coupe Van Garven. Essayez de retrouver les termes exacts. Je ne m'offusque pas de son manque de savoir-vivre. Je continue sur ma lancée. Il s'agit d'organismes créés par l'homme. Pour les concevoir, les fabriquer, ils utilisent les briques du vivant. Pour moi qui ne suis pas biologiste, ça ressemble à de minuscules robots construits en utilisant l'ADN humain comme matière première. Des robots, dites-vous? Il semble un peu déçu. Oui, je ne sais pas comment les décrire autrement. Il y en a des milliards, dans des cuves en verre. Ils semblaient capables de se multiplier à l'infini. Ils étaient stockés là pour différentes applications. D'après le chercheur, les perspectives étaient sidérantes. L'énergie, grâce à la photosynthèse domestiquée, l'agriculture, la maîtrise totale du vivant, la capacité de modeler le monde à notre guise.
de faire fabriquer à la nature ce que nous désirons et uniquement cela, d'intégrer l'IA au vivant. D'ailleurs, dans un autre rêve, j'ai vu des industriels cultiver de la viande. C'était une sorte de plante qui se transformait directement en quelque chose qui ressemble à de la viande animale, grâce au nanocorps. C'était étrange. Intéressant, reprend Von Garven. C'était à quelle période du XXIe siècle? Aucune idée. Mais il y a mieux. Ils peuvent nous réparer. Apparemment, ces petits êtres, ces petits robots sont doués pour aller résoudre toutes sortes de problèmes dans votre corps de manière efficace. Et, et quoi m'interrompt Von Garven. Et de manière intelligente. Oui, sans aucun doute. Je dois vous dire aussi, au sujet de nos corps, il y a... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des choses qui m'effraient. Quand je rêve à eux, comme si je pouvais les entendre. Leur bourdonnement. Von Garven se tourne vers Alex. Ça y est, il déraille. Non, non, je vous jure, il ne s'agit pas seulement de machines, c'est plus que ça. Il y a un côté effrayant. Je ressens en eux un pouvoir terrifiant, un pouvoir de vie et de mort sur nous. Alex se lève. Bien. Merci Nejdan. Tu peux retourner au labo. Chapitre 3. Louise. Je ne connais pas les noms en règle générale de ceux qui travaillent ici. La plupart des individus sont identifiés par code, pour des raisons de sécurité et de confidentialité, j'imagine. E22B, c'est son matricule à elle. Mais elle m'a avoué s'appeler Louise. Elle est française, je crois. Elle n'est pas comme les autres. C'est une femme d'une quarantaine d'années, très belle. Elle a l'obligation de porter le petit haut blanc stéréotypé imposé à tout le personnel de sexe féminin, mais elle se débrouille toujours pour laisser dégrafer les 2 boutons du haut, ce qui laisse entrevoir une opulente poitrine. C'est distrayant, et ça tranche avec la morose uniformité du personnel. Ses immenses yeux verts, ses longs cheveux châtains, sa silhouette fine et élégante, sa voix un peu cassée par un abus probable de la cigarette dans le passé. Chaque jour, elle vient adoucir un peu mes journées. Elle est historienne. C'est une pointure dans sa spécialité. Sur son visage, quelques marques du temps laissent mon esprit se perdre en conjectures sur ce qu'elle a pu être, sur ce qu'elle a pu traverser, sur ce qu'a été sa vie, son histoire à elle. Mais son sourire lorsque je lui pose quelques questions semble constituer un rempart infranchissable à ses secrets. D'ailleurs, personne ici ne parle de sa vie, en dehors du centre. Ce qui m'arrange, par principe, car moi j'ai rien à raconter sur la mienne. Louise est la seule qui me l'a dit. Tu n'es pas une machine, Nejdan. Elle m'avait murmuré cela comme un secret, craignant d'hypothétiques représailles. On retrouvera un peu de temps pour toi. Ces tatouages là sur ton dos, c'est tout ce qui te reste de ton passé. Alors il faut qu'on comprenne, m'a-t-elle lancé. Je l'attends, aujourd'hui. Elle fait des heures supplémentaires pour m'aider. Elle m'a demandé de la retrouver dans le petit local chauffé, un peu à l'écart du labo. Il n'y a pas de caméra à cet endroit. Enfin, c'est ce qu'elle m'a dit en tout cas. La porte grince, c'est elle. Nejdan, tu ne devrais pas fumer, dit-elle, en pointant du doigt la tige fumante que je viens de porter à mes lèvres. Je l'écrase, aussi sec, derrière un tuyau graisseux. Tu t'inquiètes pour ma santé, Louise? Elle fait une petite moue. Tu vas attirer l'attention, surtout personne ne doit savoir que nous sommes là. Bon, j'ai fait quelques recherches sur les symboles, reprend-elle, inscrits sur ton dos. Attention, pas de fausse joie. Je n'ai trouvé aucune logique dans tout ça. C'est une sorte de melting pot de signes et de symboles en tout genre, de différentes origines. Certains symboles sont masqués par tes cicatrices. On retrouve des mathématiques, d'autres symboles plutôt liés à la mythologie, à l'histoire. Mais ça recoupe différentes époques, différents peuples. Son accent français est amusant. Nejdan, ça ne t'intéresse pas ce que je te dis? Je prends de gros risques pour toi, tu sais. Tu t'en fous de ton passé? Non, non, pardonne-moi, Louise. C'est pas facile pour moi, tu comprends? J'ai un peu du mal, reprend-elle, je l'avoue. Mais à ta place, je ferais tout pour qu'on me rende ma vie. Tu ne vas quand même pas rester une souris de laboratoire pour toujours. C'est ça que tu veux? Mon visage a dû blêmir à ces paroles. Elle a dû s'en rendre compte. Désolé, désolé, dit-elle. Je n'aurais pas dû te dire ça. Son visage se fige, ses mains se raidissent, en cherchant à entrer dans les poches de sa blouse. Louise, j'apprécie ce que tu fais pour moi, et j'ai bien compris que cela n'entrait pas dans tes attributions. Si tu veux, je peux demander à Clara de m'emmener chez toi ce dimanche. Nous parlerons de tout cela et nous prendrons du temps pour le faire, pas planqué comme ici dans une chaufferie. C'est pas terrible pour parler. Mais tu ne vois pas, Nejdan? Tu ne te rends pas compte? Je vois pas quoi? Tu n'es pas libre. Tu es en prison ici.
Il n'y a pas de barbelé, mais c'est une prison. Mais aucun doute à ce sujet. Jamais, jamais ils ne te laisseront me voir en dehors du labo. Et si tu y parvenais... Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Qui il? Bon, tu n'as qu'à essayer. Demande donc à me rencontrer en dehors du Krabs. Cela t'ouvrira peut-être les yeux. Tu ne pourrais même pas te déplacer librement dans la propre enceinte du centre. Essaye donc d'accéder au niveau 3. Tu verras que tu n'es pas libre de tes mouvements. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a au niveau 3? Quelqu'un vient. Il faut qu'on se sépare déjà. Vite, sortons et séparons-nous. On se verra plus tard. Elle s'est glissée par la porte, entr'ouverte, rapide comme un souffle. Et d'ailleurs, elle avait raison. On vient. Chapitre 4. Le temps des questions. Clara avait si souvent évoqué ce moment, mon retour prochain dans le monde des vivants. Pourtant là, elle semble interloquée par ma demande. Clara, tu dois lui demander, je suis prêt. Il me faudrait juste la voiture pour quelques jours et une petite avance sur mon dû. Elle semble heureuse pour moi, après tout. Si je demande à partir, ça veut dire que je vais mieux, non? Pourtant, elle est aussi terriblement gênée. Je le sens. Et elle ne peut pas le dissimuler. Pourquoi? Je ne comprends pas. Les paroles de Louise résonnent sur mes tempes. Tu n'es pas libre de tes mouvements. Clara, je ne comprends pas. Où est le problème? Je pense que je suis prêt pour prendre un peu de temps pour moi. Je ne demande pas la lune quand même, il suffit de demander à Alex, non? Il doit pouvoir organiser ça. Il va arriver, tu lui en parleras toi-même. Elle fait rouler ses yeux noirs, cherchant un hypothétique secours. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Il faut que j'insiste. Je me sens mieux, tu sais. Je n'ai pas l'intention de vous abandonner. Mon engagement au laboratoire, tout ça. Juste quelques jours. C'est tout ce que je demande. Elle me tourne le dos et s'affaire sur un reste de vaisselle. Je continue. Tu sais, Clara, même plus tard, quand je reviendrai, quand j'aurai repris la vie normale, je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Niejdan, me dit-elle, tu es l'inconnu que je n'attendais pas. Ça me ferait mal de ne plus te voir. Quand je t'ai trouvé au bord du grand océan sur ces rochers, tu étais blanc comme un mort. Un silence pénétrant envahit la maison. Il se mélange à l'air et finit par devenir pesant. C'est Clara qui finit par le rompre. C'est la première fois, Niejdan. La première fois que tu parles d'un retour à la vie normale, d'autonomie. D'habitude, c'est moi qui t'en parle. Qu'est-ce qui a changé? Le temps, Clara. Il a soigné ma peur du vide, ma crainte des autres, du monde et de dehors. Les lames de bois de la terrasse craquent soudain. Le chien aboie. C'est une sorte de rituel canin de bienvenue. Alex est là. Il entre sans frapper, comme à son habitude. Il ne signale son arrivée que lorsque la nuit est tombée. Clara se précipite vers lui et lui glisse quelques mots à l'oreille. Probablement pour lui faire état de ma demande. Il balbutie quelques phrases que je ne parviens pas à saisir. Les voilà qui s'enferment dans la chambre. Ils me laissent là comme un enfant qui a fait une bêtise. Mais pour qui se prennent-ils? Je sens le sang affluer dans mon cou et dans mes bras. Ils vont voir. D'un vigoureux coup de pied, j'ouvre la porte en faisant sauter avec fracas la frêle chaînette qui maintenait fermée. Alex et Clara me regardent éberlués, sans dire un mot. C'est la première fois qu'ils me voient dans cet état, tous les deux. Alex reprend son souffle et avale sa salive. Alors Clara me dit que tu veux nous quitter, Nejdan. C'est vrai, ça? Tu ne comprends rien, j'ai déjà tout expliqué à Clara. Je veux juste un petit peu de temps pour moi. J'ai pris des engagements pour toi, Nejdan. Ce n'est pas si simple. Pour l'instant, on a besoin de toi au labo. On a beaucoup avancé, mais sans toi, on n'y arrivera pas. Tu peux comprendre ça, non? Clara veut temporiser. Alex, et si nous... Tais-toi! Je ne l'avais jamais vu comme ça. Parler ainsi à Clara. Perdre le contrôle de lui-même. Il se reprend, se raccroche aux branches et tente de sauver les apparences. Écoute, Nejdan, tu veux t'arrêter un moment, c'est ton droit. Je vais faire le nécessaire. C'est bon alors? Je te demande juste quelques jours. Ensuite, tu présenteras directement ta requête au Conseil des IA. Ils sont aptes à juger de ton état. Ils pourront vérifier si nous risquons de perdre ton potentiel ou pas. Le Conseil des IA, ils ont, en quelque sorte, ce sont les administrateurs du centre de recherche. Tout ce qui touche de près ou de loin à l'organisation de la sécurité doit obtenir leur approbation. Quoi? Comment ça, perdre mon potentiel, là, je comprends pas. Eh bien, si tu sors, si tu rencontres d'autres personnes, tu vas créer des liens, de nouveaux souvenirs, dans le présent cette fois. Tu vas avoir de nouvelles impressions, de nouveaux sentiments. Il ne faudrait pas que cela interfère avec tes capacités visionnaires. Tu sais que c'est important pour nous. Ton destin dépasse tous les enjeux individuels.
C'est une mission pour l'humanité. Ce n'est pas un simple travail comme Monsieur Tout-le-Monde. Parfois, il faut savoir sacrifier un peu de temps pour satisfaire de grandes ambitions. Des ambitions pour qui, Alex? Niège d'âne, je te considère comme un fils, tu le sais, j'ai besoin de ta confiance. Nous t'avons recueilli, ne l'oublie pas. C'est Clara qui m'a accueilli chez elle, pas toi. Il hoche la tête pour donner un air désabusé. Niège d'âne. C'est bon, Alex, d'accord. Je me présenterai à ton conseil. Bien, parfait. Voilà une bonne décision. Je savais que je pouvais compter sur toi. Tu as toujours su ce qui est important au fond de toi. C'est une chance d'être ce que tu es, tu sais. Une chance pour toi et pour les autres. Allez, viens. On va se balader avec le chien. Ça nous fera du bien. Clara, attrape la laisse, s'il te plaît. Elle s'exécute, mais elle semble avoir une enclume dans la poitrine. Elle ne voulait pas que ça se passe ainsi. Est-ce que Louise a raison? Est-ce que je suis prisonnier? Une tempête s'agite dans ma tête. Qui sont-ils vraiment? Qu'est-ce qu'il y a au niveau 3? Je dois le savoir. Chapitre 5. Le conseil. Me voici dans la grande salle du conseil. Interrogé, acculé, seul contre tous. Ne pensez-vous pas que vous devriez être accompagné au dehors? M'interroge l'un d'eux. Pour votre bien, j'entends. Il me demande, mais il ne me laisse même pas le temps de répondre. Vous avez été trouvé près de l'océan, totalement inconscient. Personne ne sait ce qui vous est vraiment arrivé. Peut-être une crise d'épilepsie. Peut-être êtes-vous tombé du pont après un malaise. Imaginez que cela se produise au dehors. Vous êtes incapable de prédire la portée de cet événement, n'est-ce pas? La sortie peut aussi m'aider à me reconstruire. Vous imaginez? Reprend un deuxième, vêtu d'une chemise jaune pâle. Et si cela vous déstabilise à un point que vous n'imaginez même pas, justement? Et si cela met en péril votre sécurité, ou celle des autres au dehors? Et si vous pétiez les plombs, Nejdan? Sans parler des implications catastrophiques pour notre organisation, naturellement. Naturellement. Ne faites pas d'ironie, jeune homme. Un quatrième, qui n'avait rien dit jusque-là, prend la parole d'une voix calme et posée. Nejdan, ce nom vous convient-il? Puis-je vous appeler comme cela? C'est le seul nom auquel je réponds. Bien. Votre désir de liberté est légitime, mais les enjeux sont considérables. Je pense également que vos premiers pas au dehors doivent être accompagnés. Au prochain comité, nous désignerons 2 personnes pour vous épauler et vous aider à vous réadapter. Elles vous accompagneront ainsi que Clara, si elle le désire. Le prochain conseil, mais c'est dans 1 mois. Il y a déjà un certain temps que vous êtes parmi nous, Niejdan. Faites confiance au temps et laissez-vous ce délai pour vous préparer. Cela passera fort vite, vous verrez. Stupide, stupide et vaine protestation que les miennes. Je connaissais leurs réponses depuis le début. Je dois désormais ne compter que sur moi-même, ne pas les alerter. Je dois trouver un moyen de m'enfuir d'ici. Louise a raison, je suis en prison. C'est clair désormais. Mais comment leur échapper? L'immense table ronde et blanche du conseil est habitée soudainement d'un étrange brouhaha. Ils parlent entre eux, ils cherchent un biais habile pour clore ce faux débat. Je pose mes mains sur la table, avec les pouces en face. Je cherche. Il faut que je trouve un échappatoire. Je reprends finalement la parole d'une voix puissante, à la surprise générale de l'Assemblée. Je suis d'accord. Le silence s'instaure immédiatement. Cependant, j'ai une requête complémentaire pour me préparer au mieux à ma sortie dans ce cas. Je souhaite intensifier le travail que nous menons avec E22. Par ce code, je désigne naturellement Louise. Je perçois un mélange de paroles inaudibles. Il ne s'attendait pas à cela. Je marque un point cette fois. Les horaires avec E22 ne vous conviennent pas? Si, au contraire. Je veux avoir plus de temps sur ce sujet. Je sollicite également un accès Internet et un poste affecté pour moi seul, avec un accès la nuit, pour ne pas amputer du temps sur les recherches en journée. Je souhaiterais apprendre un maximum de choses sur le monde extérieur pour me préparer au mieux. Il y a de nombreuses contraintes de sécurité, reprend l'un d'eux. Nous sommes ici au cœur d'un site ultra sensible. Vous n'êtes pas sans le savoir. Moi, je ne sortirai pas de toute façon, ni la nuit ni le jour. Vous pouvez même m'installer un lit de camp à côté du bureau. Je compte consacrer 100% de mon temps à ces travaux, durant le mois à venir. S'il y a des fuites au dehors, ça ne viendra pas de moi.
Chapitre 6. La chambre des ténèbres, partie 1. Cela fait bientôt une semaine que je dors au labo, guettant un relâchement dans la surveillance, analysant les allées et venues de chacun, observant le balai des caméras. Hier, j'ai fait un rêve étrange, un souvenir qui m'est revenu pendant la nuit. Cela vous paraît insignifiant, mais pour moi, c'est nouveau. Habituellement, mes rêves, c'est-à-dire mes visions du futur, sont provoqués. C'est-à-dire que, concrètement, je suis connecté à une interface neuronale et il me bombarde d'informations. C'est une calotte demi-sphérique posée sur ma tête, reliée à un ordinateur qui stimule mes 5 sens en même temps. Au bout d'un moment, cette juxtaposition d'images, de sons, de sensations initie une sorte de transe, un sommeil artificiel. C'est pendant cette phase que surviennent mes souvenirs, c'est-à-dire mes visions, mes rêves, durant lesquels je perçois distinctement des événements futurs. Cela commence toujours de la même façon. Une nuée blanche comme un nuage, qui finit par se disperser et me laisser entrevoir le monde de demain. Mais cette fois, c'était différent. C'était la première fois que cela m'arrivait avec sans stimulation neuronale extérieure. Peut-être que cela signifie que je vais enfin quitter cet endroit. Ces sinistres nuits passées dans l'antre du démon, dans l'enceinte du centre de recherche, vont-elles enfin prendre fin? Cela veut-il dire que je vais enfin entrevoir ma propre existence, mon passé, mon futur à moi? J'ai décidé de garder cette information pour moi. Il convient désormais de faire preuve de prudence. Mon rêve, ce qu'il était? Comme à l'accoutumée, c'était une tranche de vie qui n'avait rien de personnel, comme vécu en spectateur. Mais la manière avec laquelle cette vision m'est parvenue pendant mon sommeil, elle, est bien totalement inédite. C'était un rêve effrayant. J'ai vu la première fois où les nanocorps étaient utilisés à des fins militaires, en Asie. J'ai vu les hommes, les femmes, les enfants porter en eux cette mort effrayante et la transmettre à leurs maris, à leurs femmes, à leurs amis. Jusqu'à ce que quelqu'un décide que le moment était venu et de déclencher l'alerteur, provoquant en quelques fractions de seconde une hécatombe pratiquement instantanée et sans précédent. Il semble que cette fois, les nanocorps aient interprété les ordres qui leur avaient été donnés. Le but, semble-t-il, était simplement de rendre dépendante une population entière et de la servir aux puissants qu'elle avait osé défier. Mais moi, j'ai vu le massacre. J'ai vu ces villes et villages devenus fantômes en quelques heures. J'ai vu cette femme qui n'a eu que quelques minutes pour pleurer son enfant, avant de mourir elle aussi. J'ai ressenti avec quelle acuité, quelle intelligence les nanocorps choisissaient leurs victimes, préférant les blonds ou les bruns, les petits ou les grands, les forts ou les faibles, en fonction de ce pourquoi ils avaient été programmés. J'ai vu ces quelques hommes, ceux qui ont ordonné le massacre dans un bureau sombre peuplé de vieux livres à jamais ouverts, être vertement réprimés pour cette bévue, pour avoir tué alors que ce n'était pas le moment, pas encore. Pourtant, je m'en souviens comme si c'était hier. Mon premier rêve au sujet des nanocorps était si enthousiasmant. Des maladies incurables, miraculeusement guéries par ces petits artisans invisibles. Il y avait aussi ce tétraplégique, qui retrouva en quelques minutes l'usage de ses bras et de ses jambes comme recousus de l'intérieur. C'était la promesse de prolonger nos vies à l'infini ou presque. La promesse d'un monde nouveau. Le jour où j'ai rêvé cela, la fièvre s'était emparée de mon corps tout entier. Et recoupement avec le supermodèle mathématique qu'il développe ici et améliore sans cesse, celui qui enregistre et analyse les découvertes scientifiques qui se produisent en temps réel dans le monde entier, rendait crédible mon hypothèse. Cela tenait en quelques mots. Probabilité, événement identique à celui imaginé par Nejdan, 54%. 54%. C'est à peine plus de la moitié. Mais certaines de mes prédictions, parfois anecdotiques, s'étaient déjà réalisées par le passé. Alors, tout le monde voulait y croire. Il est surprenant de voir qu'à cet instant, pour des esprits pourtant si cartésiens, 54% ou 99%, c'est presque la même chose. C'est humain. Quand espoir rime un peu plus avec pouvoir, il faut absolument que ce soit réel, ou que ça le devienne. Moi, je n'en avais pas besoin. Je n'avais pas besoin de cela pour y croire. Je savais d'une manière totalement indubitable que tout cela allait vraiment arriver. Pourtant, je ressentais déjà au fond de moi à cette époque que tout ne serait pas si simple. Mais les membres du cercle ne se posaient eux aucune question. Ils les tenaient, des nanocorps. Ils la tenaient enfin cette promesse, ce challenge à ne pas rater, cette certitude de voir leur domination sur le reste de l'humanité confortée.
La perspective des futurs barbecues pour fêter cette victoire et leur confiance dans l'avenir les enchantait. L'idée de pouvoir enfin se consacrer à des problèmes futiles, de pouvoir prendre le temps de consulter un psy pour lui raconter les banalités, tout cela en sachant que le job est fait et bien fait, quoi de plus vénérable pour ces hommes. Je me rappelle ce jour-là comme si c'était hier. La plupart de ceux qui travaillaient ici avaient quitté le centre de recherche assez tôt pour aller fêter cette découverte, dans un pub ou dans la vieille ville, la ville basse, où ils avaient leurs habitudes. J'étais resté seul ce soir-là en attendant qu'Alexandre revienne et me conduise chez Clara. Du coup, ils avaient manqué un autre événement à la télévision. C'était passé aux informations ce soir. Un père de famille serrant ses enfants dans ses bras, dans un pays lointain et sinistré, par une terrible inondation. Il les avait retrouvés sous les décombres, après les avoir crus morts. Un vrai miracle, d'après le présentateur. Il avait tout perdu, cet homme. Plus de maison, plus rien. Mais il avait ses enfants, et criait qu'il était heureux aux télévisions du monde entier. Plus tard, j'ai su que son témoignage avait ému beaucoup de téléspectateurs. Des dons avaient afflué. Il allait pouvoir tout reconstruire. Étrange, étrange comme une caméra peut éclairer l'obscurité. Ce monde déborde de millions de crève-la-faim, et là la télé en sauve un. Tant mieux pour lui, tant pis pour les autres. D'ailleurs, on ne peut pas sauver tout le monde entier. De la misère. On travaille pour l'intérêt commun. C'est ce qu'on dit souvent ici. Ils le disent en salivant parfois. Ce matin, je me suis réveillé trempé. J'ai dû transpirer toute la nuit. Pour la première fois, j'éprouve un sentiment d'empathie pour l'humanité, pour ces hommes, ces femmes, ces enfants qui vont peut-être mourir lorsque les nanocorps seront là. Je pense à Louise, qui m'a mis sur la piste. Elle a pris des risques pour moi. Elle a probablement des enfants, elle aussi. Et ils vont vivre dans ce futur. Je dois utiliser mes souvenirs pour aider ceux qui peuvent l'être, à s'y préparer. Je dois absolument quitter cet endroit. Chapitre 7. La chambre des ténèbres, partie 2. Il s'est endormi. L'espèce d'hippopotame qui me surveille jour et nuit du bureau de derrière s'est endormi. C'est le moment de tenter quelque chose. Je suis au niveau 1B et je vais essayer d'accéder au niveau 3, ce qui me fait passer par le niveau 2, gagné. Sauf que la sortie du 1B est difficile. Ici, plus le chiffre d'un niveau est élevé, plus il se situe profondément sous la surface du sol. C'est à l'inverse de d'habitude. Le crâne est construit sous terre. J'ignore jusqu'à quelle profondeur ça descend. Mais il n'y a que les étages 1A et 1B qui sont de plein pied. Bon, c'est parti. D'abord, déjouer les caméras. Hier, je me suis endormi assis, affalé sur le bureau. Je n'ai pas eu le courage de faire les 3 pas qui me séparent du petit lit de camp qu'ils m'ont installé. Je vais feindre d'agir de la même manière aujourd'hui. Tout d'abord, gonfler sous le bureau cette poupée 3 trous qu'ils utilisent comme mascotte au laboratoire. Ensuite, la recouvrir d'une couverture. Voilà, je l'installe à peu près dans la position dans laquelle je me suis endormi hier. Elle prend ma place et c'est moi qui passe sous le bureau. Maintenant, pour sortir de la salle, je dois longer les bureaux, passer derrière la cafetière. Ah, merde, ceux-là sont encore au bureau. Non, c'est bon. Ils sont occupés à visionner des mails pornographiques. Reçus pendant la journée, à mon avis. Ils ne me verront même pas passer. Ne pas faire de bruit, éviter les fils. Ça y est, j'y suis. Maintenant, il faut descendre, mais impossible de prendre un ascenseur sans être repéré. J'ai une idée. Toutes les gaines techniques descendent vers le bas pour faire passer les innombrables câbles du centre. Je ne sais pas si je peux accéder ainsi au niveau inférieur, mais ça vaut le coup d'essayer. Ah ouais, c'est ce qui m'avait semblé. Cette trappe-ci n'est pas verrouillée. Pour y accéder, j'ai dû passer à découvert, mais c'est situé dans un angle mort vis-à-vis des caméras de surveillance. Ils n'ont pas dû me repérer. C'est une vraie forêt de fils électriques là-dedans. Pour déplacer un, deux, je peux peut-être me glisser par là. Oui, ça marche. Il y a juste un passage dans la dalle en béton. Il faut que je me tienne par les câbles au bout de bras. En attrapant plusieurs fils, je répartis un peu mieux mon poids, pourvu que ça tienne. Aïe, putain, ce boîtier que j'avais pas vu. Ça m'a déchiré le flanc, sur au moins 10 centimètres. Je pisse le sang. Qu'est-ce que je fais? J'arrête tout? Qu'est-ce qui va se passer si je me fais surprendre? Je ne sais pas vraiment de quoi ils sont capables en fait. Non, il faut continuer. Je sens quelque chose sous mon pied droit là. C'est une trappe. Je dois être au niveau de dessous. Je vais essayer de sortir par là. Mince, elle est fermée.
Si je me cale le dos en poussant avec les deux jambes, elle va sûrement sauter, mais ça va faire du bruit. De toute façon, je n'arriverai pas à remonter par là. J'ai donc plus le choix. Allez. 1, 2. Ça y est, c'est ouvert. Il n'y a pas un chat. Le couloir est immense. Il n'y a que quelques faibles éclairages de sécurité tous les 10 mètres environ. On dirait qu'il y a une sorte de brouillard ou de fumée, je sais pas. Mais aucune odeur en tout cas. Je n'ai pas déclenché d'incendie, c'est déjà ça. J'avance doucement, la fumée se dissipe petit à petit. Je me trouve maintenant devant une porte en verre ou en plexiglas. Transparente mais épaisse et robuste. Pas de difficulté pour ouvrir, il suffit de tirer. Ça se referme automatiquement, tiens. Je suis à présent dans une salle immense. C'est gigantesque ici. Il y a des caisses partout avec des étiquettes superposées, des rangements verticaux. Il doit bien y avoir, voilà, il y a au moins une dizaine de mètres de hauteur sous plafond, hein, qui est légèrement voûté d'ailleurs. C'est bizarre, je ne dois plus être en dessous des bureaux parce que je suis pas descendu d'autant dans la gaine. Du coup, j'ai vraiment du mal à me situer, à m'orienter. Je continue quand même. Les travées se succèdent. En fait, c'est un vrai capharnaüm. Certaines caisses sont ouvertes, il y a de tout, avec des codes barres, comme dans un supermarché. Dans la voie centrale, c'est un empilement de livres et d'écrits en tout genre, de toutes les époques. Certains semblent abîmés, mais plutôt mal conservés. Ou alors ils sont très anciens. De ce côté, il y a des sujets de doctorat, des comptes rendus d'études, qui sont entassés, conservés là en vrac. L'air est très sec, hein, il me blesse les sinus à chaque inspiration. Le décor semble changer. Me voilà maintenant dans une sorte d'herbier géant. Il y a des milliards de graines en tout genre, stockées dans des multiples boîtes en verre, alignées comme des militaires. Il y a aussi sur les rangements en hauteur des outils de laboratoire et des objets improbables, qui semblent issus d'un vide-grenier gigantesque. De l'autre côté, j'ai vu une rangée entière de tubes à essai, tous scellés avec des contenus multicolores, liquides ou solides. C'est à la fois impressionnant par l'ampleur et l'espace occupé, et pourtant un peu désuet, quand on en juge par l'état délabré de certains contenants. Bon, continuons. Il faut que j'accède au niveau 3. Et plus le temps passe, plus le risque que mon absence soit détectée là-haut. C'est vraiment immense. J'ai perdu tous mes repères. Je suis incapable de dire si j'avance globalement plutôt en ligne droite ou en spirale. Je longe les murs d'enceinte, mais il n'y a que du béton. Aucune trace d'un quelconque passage pour descendre au niveau en dessous. Alors, autant avancer encore. Une nouvelle porte en verre. Non, deux cette fois. C'est un sas. Là, c'est différent. C'est... Bon sang. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Difficile à expliquer. De longs filaments descendent du plafond. On dirait qu'ils sont légèrement lumineux ou fluorescents peut-être. Je vais essayer de les toucher. De toute façon, j'ai pas le choix, c'est impossible de passer en les évitant. Il y en a partout. C'est vraiment étrange. Ils glissent sur moi et s'entrelacent, ça chatouille. J'ai de plus en plus de mal à avancer. Il y en a des centaines, des milliers peut-être. Ils s'en mêlent sur moi. De temps en temps, ça fait des nœuds. En tout cas, l'atmosphère est beaucoup plus humide. Ça a changé du tout au tout. Je sens que ça dégouline sous mes aisselles. Les fils lumineux sont tellement denses que j'ai du mal à voir le sol. Il y en a trop, je ne sais plus du tout dans quelle direction je progresse. Je ne pourrai jamais revenir sur mes pas, c'est foutu. Je vois une lumière violette là-bas, plus loin, très brillante. Je vais essayer de me diriger dans cette direction. C'est le seul moyen que j'ai de ne pas tourner en rond, de toute façon. Tiens, ça y est, les filaments se décident à me laisser progresser et ils se mettent à glisser sur moi, mais la lumière devient aveuglante. Mes yeux vont s'habituer, courage. Il y a des ombres là-bas, ce sont des blocs de verre massif, des centaines énormes. Les filaments se regroupent autour d'eux. Non, en réalité, ils pénètrent à l'intérieur. Ils sont pris dans la matière, c'est étonnant, vraiment. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ce sont des roches, des quartz plus ou moins brillants. Il y a aussi des insectes, là, des animaux. On dirait un peu comme des inclusions, des fossiles, ou quelque chose comme ça, avec plein de fils lumineux, comme branchés tout autour. Ici, je crois bien... Mais oui, c'est un chat noir dedans, momifié en quelque sorte.
Il n'a pas l'air empaillé, on dirait qu'il a été pris dans le verre. Je ne sais pas par quel miracle, comme moulé, figé à l'intérieur. Les filaments s'enfoncent dans son sarcophage transparent autour de lui. Ils pénètrent même dans son corps. Ce bloc-ci est gigantesque, mais il y a trop de filaments pour voir ce que c'est. Peut-être une girafe pour avoir cette taille. Il y a aussi des blocs sans filaments, des insectes énormes, piégés là, pétrifiés pour l'éternité. C'est un spectacle ahurissant. Mon cœur s'accélère encore un peu plus. Et je continue ma progression dans cet univers surréaliste. Les blocs de verre sont de plus en plus espacés. Ils se suivent latéralement, on dirait même, je sais pas, un dortoir macabre, quelque chose comme ça. Oh mon Dieu! Ce sont des corps humains à présent. À l'intérieur. Il y en a des centaines. Je peux plus avancer. Faut que je m'asseye. Mes jambes sont coupées. Quel est cet endroit? Qu'est-ce que je fais là? Je m'attendais à tout, mais pas à cela. Il faut se tirer. Tant pis pour le niveau 3. Je dois remonter au centre et trouver ensuite un moyen de quitter cet endroit de fou. N'importe quel moyen. Inutile de repartir dans l'autre sens. Je ne retrouverai pas mon chemin en repassant dans la forêt de filaments. Il faut avancer et espérer trouver une issue pour remonter plus loin. La panique m'envahit. J'avance dans l'allée centrale, mais je ne peux pas m'empêcher de regarder. La plupart du temps, on peut distinguer leur visage. C'est des humains. Ils sont comme endormis. Comme si le temps s'était arrêté. Les images s'entrechoquent dans ma tête. Des corps, des blocs, des vivants, des morts. Je m'appuie sur l'un d'eux, presque machinalement pour ne pas tituber. Et tiens, mais la matière, ce n'est pas du verre. C'est plus chaud au toucher. Celui-là à côté, avec les cheveux noirs, il me semble que je l'ai déjà vu. Les souvenirs m'envahissent. Je le vois, je le connais, je m'en souviens. Des images me reviennent. Il se tourne vers moi, il pose sa main sur mes joues. Je pose ma main sur les siennes, mais ma main à moi est toute petite, bien plus petite que la sienne. Est-ce possible? Je suis un enfant. C'est impossible. Ah, ma tête me fait mal, ça tourne. Je dois pas m'évanouir. Non, Lost in this cosmic abyss, my mind takes flight. Dark echoes pulsating, setting the stage. Chapitre 8. La chambre des ténèbres 3. J'ai l'impression d'émerger d'une hibernation. Combien de temps suis-je resté inconscient? Impossible de le savoir. Je suis frigorifié. Je vais me relever et courir droit devant. Allez, je dois m'éloigner le plus loin possible, courir et ne pas retomber. Je dois d'abord penser à survivre. Il y aura un temps pour comprendre. Après, je dois garder mon calme et la tête froide. Voilà, c'est mieux. Ma montre s'est arrêtée. Décidément, tous les éléments se glissent contre moi. Il n'y a plus de blocs ici. Plus de filaments fluorescents non plus. Là, un escalier qui descend. Ce serait ça le passage au niveau 3? L'appréhension et la peur m'alourdissent les membres. Mais je n'ai pas le choix. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un au fond là-bas? Ça bouge. Il est derrière une vitre en plexiglas. Une sorte de prison, semble-t-il. Je m'approche. C'est un vieillard. Il m'interpelle. Si vous venez maintenant, c'est que c'est grave, n'est-ce pas? Car ce n'est pas l'heure du repas. Il m'a parlé sans me regarder. Il est de dos. Je prends un risque fou en me montrant, mais de toute façon, au point où j'en suis. Qui êtes-vous, jeune homme? Réagit-il. Je ne vous ai jamais vu. Vous venez pour me tuer? Je suis Niejdan, et non, non, je ne viens pas pour vous tuer. Qui êtes-vous? Quel est cet endroit? Il s'approche de la vitre, à un endroit pourvu de quelques fentes, probablement dédié à la parole, entre le prisonnier et ses geôliers. Il me dévisage de la tête aux pieds. Il fait des efforts certains en plissant ses yeux habitués à la semi-obscurité pour me voir distinctement. Il semble agréablement surpris par cette visite impromptue. « Que fais-tu ici, alors ?» La curiosité m'a mené jusqu'à vous. Je voulais voir le niveau 3. La curiosité, dis-tu? C'est une bien belle qualité. Est-ce que je peux t'aider? Franchement, je n'en sais rien. Que faites-vous ici, vous? Vous êtes qui? Je me nomme Isaac.
J'ai conçu pas mal de choses ici. Tu travailles sur le modèle mathématique, toi aussi? D'une certaine façon, oui. Il n'est pas trop mauvais, mon modèle. Pas abouti, mais pas trop mauvais. Qu'en penses-tu? Il attrape un petit tabouret pour s'asseoir au plus près possible de moi. Un petit. Prédire l'avenir, c'est une foutaise, non? Note que je t'appelle petit, mais il ne faut pas que ça te vexe, hein. C'est parce que tu es quand même bien plus jeune que moi. Heureusement pour toi, d'ailleurs. Pourquoi pensez-vous qu'il est impossible de prédire l'avenir? Jeune homme, il se trouve que je suis un expert en causalité. Avant d'être un vieux prisonnier, j'ai été un des principaux acteurs du projet sur lequel tu bosses. Les causes, les statistiques, les effets, ça me connaît. Et pourtant... Et pourtant quoi? Il fait passer ses doigts sur ses lèvres, fait une petite pause, comme s'il prenait une bouffée d'une cigarette imaginaire. Tu crois en Dieu, petit? Tu es croyant? Je ne sais pas, à vrai dire. Petit. Un ensemble de causes produit un ensemble d'effets. C'est le postulat de base de tout problème. Tu es d'accord avec ça? Oui, oui, sans doute. Donc, en règle générale, on considère qu'une cause, pour faire simple, produit un effet. Mais cet effet va lui aussi devenir une cause pour un autre événement à venir, etc. Oui, c'est l'effet papillon. Mais exactement, ton papillon va être la cause d'une chaîne de phénomènes qui va, pourquoi pas, créer un ouragan au-dessus de nos têtes. Cependant, tous les phénomènes sont interconnectés entre eux depuis l'origine des temps. Il faut bien en avoir conscience. Il faut imaginer que tous les éléments de l'univers interagissent entre eux depuis le commencement, depuis le Big Bang peut-être. Tout ce qui est arrivé et arrivera demain était contenu dans l'étincelle originelle. Nous, pauvres mortels, nous n'avons vu que quelques minutes du film, et on croit pouvoir deviner la suite. Foutaise, je te dis. Il me plaît, ce vieillard. Il est tout doux, et je l'écouterai bien conter ses histoires avec bonheur autour du feu, en sirotant un alcool fort. Il m'a fait oublier une seconde que l'on se trouve dans les profondeurs d'un monstre malfaisant. Vous ne m'avez pas répondu, j'insiste. Pourquoi vous ont-ils enfermé ici? Qui sont ces cadavres dans ces étranges cercueils transparents? Là, il semble interloqué par mes propos. Mais tu débarques d'où, petit? Tu fais quoi ici précisément? En réalité, je travaille ici contre mon gré, pour l'amélioration du modèle. Je me suis éclipsé du niveau 1, tout à l'heure, pour finir ici, près de vous. Une source m'avait informé de choses étranges au niveau inférieur. Tu t'es éclipsé, tu dis? Oui, je crois que j'ai pu passer sans être vu par les caméras. Alors j'espérais pouvoir revenir avant d'éveiller les soupçons, mais là, je ne sais plus. Tu ne risques pas d'avoir échappé aux caméras, mon pauvre ami. Il n'y a aucun angle mort au Krams. Je le sais bien, c'est moi qui ai conçu le système. En fait, chaque îlot de bureau est conçu comme un échiquier qui aurait 12 colonnes et 5 lignes. Tu sais jouer aux échecs? Oui. Alors attends, je te fais un petit schéma. Il s'exécute, après avoir posé des lunettes rondes sur son nez, pour voir de près, sans doute, et attraper un petit bout de papier. Tu reconnais l'emplacement des caméras, la disposition? Oui, il me semble que c'est à peu près ça. C'est exactement ça, tu veux dire. Bon, maintenant, imagine que les caméras sont des reines aux échecs. Oui, elles peuvent donc se déplacer en ligne droite ou en diagonale, ce qui correspond à un angle de vision de 45 degrés de gauche et à droite, pour chaque caméra. Et alors? Eh bien, toi, tu es le pauvre petit roi qui cherche à s'enfuir. Tu n'as aucun endroit pour passer sans être vu. En plus, j'ai mis un système d'intelligence artificielle qui analyse en temps réel les images produites par toutes les caméras du centre. Elle détecte tout geste suspect. Ils t'ont vu, c'est sûr, c'est imparable. Et il me dit ça sans se soucier de ce qui va m'arriver, avec une fierté non dissimulée pour le joujou qu'il a conçu. Il doit y avoir un moyen pour s'échapper. Comment sortir? Il hoche la tête de gauche à droite, résigné. Pour la première fois, il semble faire preuve d'empathie à mon égard. Oui, mais monsieur, vous êtes prisonnier derrière cette vitre. Moi, je suis libre de mes mouvements. Est-ce que j'ai une chance de m'en tirer? Je suis désolé, petit. Par là, il n'y a aucune issue. C'est un cul-de-sac. C'est pour ça qu'ils m'ont installé ici. Soudain, il écarquille ses petits yeux cernés de rides. Mais attends, maintenant que je te vois mieux, je te reconnais, petit. Je t'ai déjà vu. Je sais qui tu es.
Approche, approche à nouveau, que je te regarde de plus près. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Comme tu as grandi, petit! Comment as-tu dit que tu te nommais? Tu t'appelais maintenant Nejdan, c'est cela? Mais ce n'est pas ton vrai nom, n'est-ce pas? Soudain, un fracas assourdissant. Qu'est-ce qui se passe? Des hommes en costume sombre et armes au poing qui surgissent de nulle part. Il y en a derrière moi, il y en a partout. C'est mal parti. Je n'ai aucun endroit où m'enfuir. Le vieillard s'agite. Petit, j'ai bien connu ton père. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Chapitre 9. La gueule de bois. J'ai juste senti une violente décharge électrique dans mon cou. Je n'ai pas entendu sa réponse au vieux, s'il m'a répondu d'ailleurs. Pour l'instant, j'ai la nuque encore engourdie et le corps endolori. Ils ont dû se faire plaisir et cogner. Quand je bascule péniblement la tête vers l'avant, j'aperçois 2 gardes de dos qui barrent la porte. Je suis attaché au lit. 4 murs et mon lit. C'est tout ce qu'il y a ici, mis à part ce néon d'un autre âge qui m'aveugle et scintille. Un des 2 gardiens a vu que j'étais réveillé. Il s'adresse à moi. Tu te tiens tranquille, compris? Tu ne bouges même pas une paupière. Quelqu'un va venir. On va te poser quelques questions et après, ils décideront de ton sort. Tout se mélange dans ma tête. Les scénarios que je m'étais construits pour retrouver un semblant d'équilibre dans ce néant de vie, tout s'écroule. Je ne suis pas là par hasard. J'étais persuadé que ma vie d'avant n'avait rien à voir avec cet endroit, cette puanteur. Mais la coïncidence est trop grosse. Ce vieil homme, Isaac, qui dit me connaître, je dois me rendre à l'évidence. Mon existence est liée à cet endroit. Pourtant, après mon accident, après avoir perdu la mémoire, je suis resté chez Clara plusieurs mois. Puis, il y a eu l'hôpital psychiatrique. C'est là que Clara a fait intervenir Alex. Il a repéré mes facultés à me souvenir de choses étranges, étonnantes. Il a fait des recoupements avec ce que leur modèle prévoyait. Il a trouvé des similitudes, des corrélations. Il a réalisé que je percevais l'avenir. C'est comme ça que je suis devenu intéressant à ses yeux. Intéressant pour les membres du cercle. Comment expliquer que ce vieil homme emprisonné au niveau 3 dise me connaître? Et cet autre, dans ce cercueil transparent, qui était-ce? La simple vue de son visage a éveillé en moi quelque chose. Est-ce que c'était une scène de mon enfance? Un véritable souvenir? C'était si inattendu. Cela me paraît incroyable. Son visage hante mon esprit. Je n'arrive pas à m'en défaire. Et Clara, est-ce qu'elle est avec eux? Comment la croire maintenant? Je ne sais plus à qui faire confiance. Il faut pourtant bien que je me raccroche à quelque chose. J'entends des pas dans le couloir. Quelqu'un vient. C'est Alex. Nejdan. Alex. Il ne me regarde pas vraiment. Il pince le haut de son nez avec ses longs doigts graciles pour se donner un air soucieux. Derrière lui, dans son dos, il y a 2 Asiatiques qui se ressemblent comme des clones. Des jumeaux, probablement. De véritables montagnes de muscles, en tout cas. Il a changé de braquet, Alex. Il vient de me voir avec la cavalerie. Qui sont les types derrière toi, Alex? Je ne les connais pas. Il se retourne furtivement, étonné par ma question, comme s'il avait oublié qu'il était accompagné. Puis il se retourne de nouveau et me fixe du regard, en cherchant ses mots et en fronçant ses sourcils. On s'en fout de qui c'est. Qu'est-ce que tu as déconné? Qu'est-ce que tu allais foutre dans cette zone? Tu n'imagines même pas la merde dans laquelle tu me mets. Surprenant de le voir perdre tout contrôle à nouveau. Ça commence à me plaire, cette histoire. C'est bizarre ce sentiment de plaisir dans ma situation. Les veines ressortent sur ses tempes. Il a le doigt pointé en l'air, il attend une réaction de ma part. Il est désemparé finalement. Nejdan, qu'est-ce que tu foutais là-bas? Alex, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Il y a des corps humains, entreposés. C'est qui ce vieux que vous retenez prisonnier? Il me regarde fixement, sans me répondre. Alors j'enchaîne. C'est le sort qui m'attend, moi aussi? Tu travailles pour qui, Alex? Ferme-la! Tu ne sais rien et tu ne comprends rien. Tu as faim de quoi, Alex? Tu marches à quoi? Qui sont les membres du cercle, exactement? La terreur et la stupeur se lisent dans ses yeux. Cela contraste avec les 2 samouraïs derrière lui qui restent stoïques. Eux n'ont pas compris mes mots.
Ils ne sont pas au courant. Et moi, je crois que je viens de signer mon arrêt de mort. Alex ne pouvait pas imaginer que j'ai une connaissance même approximative de l'organisation qui chapeaute notre destin. Et nous voici à l'intérieur d'un cercle vicieux, justement. Il ne peut plus me laisser repartir, jamais. Et il ne peut me demander ce que je sais exactement, sans risquer de m'en dire plus. Il ignore que c'est dans mes propres souvenirs, dans mes rêves, que j'ai entrevu la finalité funeste de nos travaux, que j'ai aperçu les âmes sombres de ceux qui se réunissent pour décider des meilleurs moyens de garder le contrôle sur nos vies. Cette entité que l'on nomme le cercle, quand on en fait partie. Tout se recoupe à présent. Je ne suis plus dupe en ce qui concerne la finalité des recherches qui nous ont conduits ici. Ils se moquent du destin de l'humanité. Ils veulent le pouvoir absolu. La cupidité et la mégalomanie les animent. Pour eux, la découverte prochaine des nanocorps représente une sorte de pacte maléfique entre le désir mystique d'éternité et la volonté de puissance. Voilà 20 bonnes secondes qu'Alex et ses acolytes n'ont pas dit un mot. La sonnerie de son portable brise le silence. Il sort de la pièce et fait quelques mètres dans le couloir. Mais il parle bien assez fort pour que ses propos me parviennent. Oui, oui, monsieur. La situation est sous contrôle. C'est-à-dire que... Mais je vous assure. Non, monsieur. Ce serait une grave erreur. Une perte effroyable. Nous pouvons gérer ça différemment. Oui, je m'y engage, monsieur. Il revient vers nous. Les deux Asiatiques s'écartent pour le laisser passer. On dirait qu'il vient de faire un match de boxe en 12 rounds. Il semble épuisé. Ok, Nejdan. Quoi que tu en penses, les travaux que nous menons ici, avec une participation déterminante de ta part, je le reconnais, ont une importance considérable. Contrairement à ce que tu imagines, il n'y a pas de conspiration. Rien de délirant derrière tout ça. Il y a des secrets, oui, car nous travaillons sur des sujets sensibles, qui ne peuvent pas tomber entre toutes les mains. Donc, ne compte pas sur moi pour t'informer là-dessus. D'ailleurs, tu n'as rien vu. Et moi, je deviens quoi? Il fait un signe de la main à un infirmier qui passe à côté. Toi, Nejdan, qu'est-ce que tu deviens? Tu reprends ton job, voilà tout. Plus aucune initiative. C'est clair? Tu m'as causé assez d'ennuis. Tu seras sous surveillance en permanence. Alors ça se finit ainsi. On recommence le même cirque. Estime-toi heureux. Il aurait pu en être autrement. Il me fait lever, puis me pousse vers la sortie. Je passe entre les deux molosses. Je m'exécute, incrédule et abasourdi. Il pose sa main sur mon épaule. Encore une chose, Nejdan. Je ne devrais pas te le dire, mais le vieux à qui tu as parlé. Oui, c'est un terroriste. Un homme qui a déjà menacé la sécurité de plusieurs États. Alors ne te fie pas à l'air débonnaire du premier venu. Compris? Allez, avance. Lost in this cosmic abyss, my mind takes Épris de liberté 1, chapitre 10. Pas une minute ne passe sans que mon esprit ne vagabonde pour trouver une échappatoire. Mais la réalité est tenace, et jamais un scénario d'évasion n'apparaît crédible. Chaque soir, je m'endors dans le dortoir surveillé qu'ils ont aménagé pour moi, avec une frustration et un désespoir effroyables et grandissants. Mais chaque matin, je me lève avec la certitude étrange que cela ne peut pas finir ainsi. Il y a une solution devant mes yeux, là, quelque part, pour sortir d'ici, mais je ne la vois pas, pas encore. Et ensuite, que ferai-je une fois sorti? Peu importe ensuite. Je ne vois plus du tout Clara, et cela me manque. Il était prévisible qu'il bloque tout contact vers l'extérieur, mais je me demande quels arguments ils ont utilisés pour lui expliquer la situation. Peut-être Alex lui a-t-il dit qu'il m'avait autorisé à partir et que je ne donnais plus de nouvelles. Si c'est le cas, cela ne présage rien de bon, en ce qui me concerne. Une fois qu'ils auront épuisé toutes mes ressources, c'en sera fini de moi de toute façon. D'ailleurs, depuis ces événements, je n'ai pratiquement plus aucun souvenir exploitable, plus aucun rêve prémonitoire. Ils me font travailler 14 heures par jour dans la chambre de simulation neuronale, en jetant à mes yeux des images, des sons, parfois des odeurs, pour simuler des événements futurs. Ces scènes ont été construites par le supermodèle informatique du Krams. Il intègre tout ce qui s'invente, se découvre dans le monde. Les opérateurs entrent chaque jour dans des supercalculateurs géants tout ce qui se passe dans le monde. Un coup d'État par là, une avancée scientifique par ici, un attentat,
les indices boursiers, etc., etc., tout est rentré. Les ordinateurs gobent toutes ces données, les moulinent et construisent un futur possible et probable. Puis, ils le mettent en image pour moi. Avant, ces simulations me faisaient réagir et déclenchaient fréquemment chez moi des transes, puis des souvenirs, des ponts vers l'avenir en quelque sorte. Ensuite, je leur décrivais ce que j'avais vu, et ils utilisaient mes visions pour venir confirmer ou corriger leur modèle. Depuis que j'ai vu les nanocorps, pour la première fois, ils concentrent tous leurs efforts sur ce sujet. Ils veulent savoir où, quand et comment cela va arriver. Ils veulent être les premiers. Mais depuis plus de 20 jours, depuis mon escapade au niveau 3, plus rien ou presque ne sort de mon cerveau. Ils ont d'abord cru à une dissimulation de ma part. Ils ont pensé que je ne voulais plus jouer le jeu. Mais ils ont une sorte de détecteur de mensonges qui a permis d'invalider cette hypothèse. Je ne vois plus rien et ils sont inquiets. Alex est de plus en plus nerveux. Chaque jour. Cette absence de clairvoyance n'est pas bonne pour moi non plus. Si je ne parviens pas à produire des informations fiables à nouveau, je deviendrai inutile et ils vont m'éliminer plus vite que prévu. Je suis persuadé que je dois quitter cet endroit rapidement. La seule bonne nouvelle dans tout cela, c'est que je vais à nouveau revoir Louise. Une rencontre est d'ailleurs prévue demain pour évaluer les facteurs psychologiques dans ma perte d'acuité divinatoire. abyss, my mind takes flight. Chapitre 11. Épris de liberté 2. Elle est assise en face de moi et consulte ses petites notes, comme une étudiante avant un examen. Bonjour Nejdan, me dit-elle. Comment vas-tu? Bonjour Louise. Eh bien, je fais aller, en quelque sorte. Essaie de me parler de toi, de ce que tu ressens en ce moment. Nous sommes surveillés, c'est certain. Elle doit faire le nécessaire pour ne pas éveiller les soupçons. Elle me pose des questions, mais ses yeux me disent parfois de ne pas répondre. Je lui fais un sourire, pour qu'elle sache que j'ai compris, et aussi pour lui signifier que je suis heureux de la voir malgré tout. Elle évite soigneusement d'aborder le sujet de mon escapade au niveau 3. Peut-être n'est-elle pas censée être au courant. Je voudrais te parler des signes inscrits sur ton corps, Nejdan. J'ai essayé d'y travailler, mais ce n'est pas facile, car beaucoup sont détériorés ou masqués par des cicatrices plus récentes. Mes tatouages, j'en ai partout. Un peu comme des peintures rupestres, usées par le temps et les événements de la vie. J'aimerais savoir, c'est vrai, pourquoi quelqu'un a écrit tout ça sur moi. Pour ceux qui sont exploitables, reprend-elle, il y en a deux notamment qui apparaissent plusieurs fois sur ton dos, ton bras droit et ta cuisse droite également. Le premier, c'est le symbole du dieu Ra. On le trouve également avec sa complémentarité, l'œil d'Horus. À tous deux, ils forment un visage. Le second symbole est plus troublant, parce qu'on le retrouve plus de 10 fois sur ton corps, souvent associé à des éléments mathématiques. Avec le symbole du chiffre pi, cela en fait le pictogramme le plus représenté sur ton corps. Sur ton épaule, il est associé à Phi, le nombre d'or, cher à Léonard de Vinci. Qu'est-ce que représente ce symbole pour toi, au premier abord? Je ne sais pas, un soleil, un atome? Un symbole solaire, c'est ce que j'ai d'abord pensé. Mais c'est peut-être autre chose. À quoi penses-tu, Louise? L'étoile du chaos. L'étoile du chaos? L'étoile du chaos, oui. Elle me regarde fixement, cette fois fière d'avoir enfin su tirer une réaction de ma part. C'est une forme de pensée magique, un mouvement mystique du début du siècle dernier en Angleterre. Dis-moi en plus, Louise. Eh bien, en particulier, les pratiquants imaginent qu'ils peuvent, d'une certaine façon, modeler la réalité en pratiquant des rites magiques. L'adage utilisé le plus souvent par les initiés, c'est rien n'est vrai, tout est permis. Cela évoque peut-être une réalité qui ne serait pas figée, immuable, mais plutôt fluctuante. C'est-à-dire, quand le rêve devient réalité, c'est ça que tu veux dire? Ou quand le rêve se confond avec le réel, dis-je Dan. J'ai vu les nanocorps, Louise, je t'assure. Ce sera réel bientôt, n'en doute pas. Je les ai vus construire le vivant, comme on construit une machine aujourd'hui, avec une vitesse prodigieuse. J'aimerais avoir les connaissances scientifiques pour comprendre ce que je vois. Mais je ne suis qu'un spectateur. J'ai vu des hommes cultiver de la viande pour nourrir d'autres hommes, tu te rends compte? Elle a un mouvement de recul et de dégoût. Je les ai vus aussi faire repousser des membres, des nerfs, recréer des organes à l'identique. Tu imagines? Son regard me fuit. Il me semble qu'elle ne me croit pas. Rien n'est vrai? Tu as peut-être raison, Louise. J'ai déjà du mal à faire la part des choses de toute façon. Alors peut-être que tout cela n'est qu'un rêve. Elle ne dit plus rien. Elle fait passer ses mains sur ses documents. Elle roule des yeux de droite à gauche pour ne pas laisser nos regards se croiser. Niejdan,
Il faut que tu t'en ailles. Il faut que tu t'enfuis, chuchote-t-elle à mes oreilles. Je baisse la voix, moi aussi, et pose mes mains sur les siennes. Je n'y arriverai pas seule, Louise. Elle me glisse un papier dans les mains. C'est un petit mot à l'ancienne. Puis elle recule et range ses documents. Bien, Nejdan, reprend-elle. Nous avons largement dépassé le temps qui nous était imparti, s'exclame-t-elle, d'une voix plus puissante. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons revoir demain. D'accord. Elle se lève et son visage se crispe lorsqu'elle se tourne vers l'extérieur. Lost in this cosmic abyss, my mind takes Chapitre flight. 12. Épris de liberté 3. Tu la trouveras sous le pied de ta chaise. Tu dois te l'implanter sous la peau. Voilà ce qui était inscrit sur le petit mot de Louise. J'ai tâté de la main en faisant mine de me gratter la cheville, car chacun de mes faits et gestes est observé. J'ai fini par trouver. C'est une puce électronique. Je m'en doutais un peu. Le passage des différents portails de sécurité est géré ainsi. Chaque employé du CRAMS, tous ceux qui entrent et sortent du centre de recherche, doivent avoir ce genre de puce électronique implantée sous la peau. Ça fait froid dans le dos. J'ai appliqué la consigne de Louise à la lettre. Je me suis incisé le bras la nuit avec un coupe-papier sous ma couverture et sans bruit pour échapper aux caméras. J'ai glissé la puce sous ma peau. Puis, j'ai simulé un rêve agité, comme j'en ai si souvent, et j'ai prétendu m'être blessé sur le montant abîmé du cadre de mon lit en acier, pour ne pas avoir de questions sur le sang sur mes draps et sur mon bras gauche incisé de 4 cm. Du coup, j'ai même été soigné, désinfecté et recousu. Ils ont eux-mêmes enfermé la puce dans mon corps. Car elle est faite d'un matériau étrange. Une fois sous la peau, on ne voit aucun corps étranger. C'est surprenant. Aujourd'hui, c'est bien cicatrisé. Ce n'est plus infecté. La puce est certainement conçue à cet effet, car cela fait plus de 10 jours qu'elle est en moi. Maintenant, Louise m'a donné un sésame pour la liberté, mais rien n'est acquis, car je suis surveillé en permanence. Je ne ferai pas 20 mètres si j'essaye de passer en force. Comment sortir? J'espère qu'il n'est rien arrivé à Louise. Je n'ai plus de nouvelles. Par ailleurs, la situation avec Alex est de plus en plus tendue. Mes rêves sont toujours aussi stériles, toujours aucune prédiction fiable. Du coup, pour essayer de stimuler à nouveau mes souvenirs, il m'oblige à surfer sur le net toute la journée. J'ai une liste de sujets à explorer. Ils espèrent que l'un d'eux va réveiller mon subconscient. C'est un peu la solution de la dernière chance. Bon, quel mot-clé dois-je taper à présent? Zone, simulation, peptide, manganèse, Australie. Allez, ok, c'est parti. Mais qu'est-ce que... Il se passe quelque chose d'étrange. Voilà que Google se met à créer lui-même ses propres requêtes. Il y a des dizaines de fenêtres qui s'ouvrent sur l'écran, emboîtées les unes dans les autres, comme des poupées russes. Il doit se passer quelque chose de grave, car tout le monde s'agite dans le labo. Ça court et ça crie dans tous les sens. Le petit moustachu du fond est complètement hystérique. C'est l'administrateur du réseau. Il fait des grands gestes, on dirait un petit oiseau difforme qui cherche désespérément à s'envoler. Il y a ceux aussi qui sont prostrés et qui hurlent. Je zappe sur le réseau interne. Mon logiciel de cognition est de nous fou lui aussi, mais qu'est-ce qui se passe? Mon ordinateur à présent est complètement schizophrène. Il génère ses propres réponses sans attendre les miennes. Et il boucle à l'infini. On dirait que chaque recherche de sa part en déclenche une multitude d'autres, de manière aléatoire. Il y a des gens qui rentrent et qui sortent, tout le monde s'agite. Des opérateurs que je ne connaissais pas débarquent des étages. La sécurité est complètement dépassée, les agents ne contrôlent plus personne. L'administrateur, l'oiseau moustachu là, est tombé de son nid. Il est empêtré dans un enchevêtrement de câbles informatiques qu'il a sorti d'une baie de brassage béante. Il hurle. La mémoire sature! Ça va péter! Ça vient de l'extérieur, on est attaqué! Il n'a pas fini de dire ça que les 8 unités principales tombent en rideau. Je ne comprends pas tout, mais c'est maintenant ou jamais. Il faut tenter quelque chose. Si je me fais prendre une deuxième fois, je suis mort. Mais tant pis, ça vaut la peine d'essayer. Je me lève, je marche vers la sortie simplement. Personne ne fait vraiment attention à moi. Comme si j'étais invisible, c'est un peu surnaturel. Je passe le premier portique de sécurité. Les gardes sont affairés à aider les opérateurs à rentrer du matériel de secours pour les ordinateurs. Et ils ne me regardent même pas. Je passe le second, puis le dernier. Là, il n'y a plus d'agent de sécurité du tout. Ça ne sonne pas, la puce fonctionne. La lumière du jour. Enfin, ça faisait si longtemps. Ça faisait si longtemps que je ne l'avais pas vue. Elle m'éblouit et me fait du bien. Il fait beau. Le ciel est d'un bleu magnifique. Tout est calme dehors. Cela contraste avec l'agitation frénétique que j'entends encore devenue lointaine derrière moi. Je me sens bien, reposé. Je n'ai plus peur.
Je suis dehors. Et maintenant, que faire? Je vais me laisser encore 5 minutes de répit avant de réfléchir à tout ça, pour ressentir à fond ce moment de liberté. J'avance un peu dans la rue, je dépasse le mur d'enceinte du centre. Je me sens si léger maintenant. L'enclume que j'avais dans la poitrine a disparu. Je me suis tellement concentré sur mon éventuelle évasion que je n'ai rien prévu pour après. La rue est déserte. Tiens, non, pas tout à fait. Il y a un motard à une centaine de mètres. Il est arrêté en travers de la route. J'entends même vrombir le moteur du monstre noir qui le chevauche. Il y en a un deuxième, casque noir au coude. Est-ce qu'ils m'attendent? Je m'approche en trottinant. Il ouvre sa visière et me tend la main, que je saisis machinalement. Moi, Sionis, tiens! Il me donne le deuxième casque. Toujours partant pour la liberté? Je lui réponds. Plus que jamais! Alors accroche-toi bien, on décolle. J'ai à peine le temps de m'accrocher. Il actionne la poignée de la moto, racée et puissante, comme taillée dans un bloc de métal. Elle laisse échapper un rugissement comme un fauve qui hâte d'en découdre. Au loin, j'entends quelques clameurs. Ils se sont enfin rendus compte de ma disparition. Ils sont déjà dans la rue. La moto accélère puissamment. Le moteur hurle. Les usines désaffectées, les immeubles défilent à toute vitesse. On est parti. Lost in this cosmic abyss, my mind takes Chapitre 13. Épris de liberté 4. Nous avons roulé plus d'1 heure. On enfile les kilomètres, sans faire la moindre pause, sans échanger un mot ou un signe, sur cette longue ligne droite au milieu de la campagne. Lorsqu'il y a quelques paisibles voitures sur notre chemin, on se faufile sur leurs flancs, laissant là les parents songeurs au volant, et les enfants emplis de gaieté nous faire des signes amicaux par la lunette arrière. Le ciel semble infini. Le printemps a galvanisé les parfums et les pollens. Je parviens à saisir quelques odeurs sous mon casque. J'entr'ouvre la visière et le vent vient me fouetter le visage avec bonheur. Les champs verts ou jaunes s'étendent à perte de vue, vers des vallées lointaines où nous semblons nous diriger. C'est si bon la liberté. On dérive sur une petite route, à peine carrossée, presque un chemin de terre. Je n'aimerais pas avoir manœuvré moi-même une moto aussi puissante sur une fin de parcours telle que celle-là, car ça s'en arrivait. Un lac à l'eau translucide duquel émane une odeur d'humidité fraîche et bienveillante. Il y a une petite cabane au fond derrière les mauvaises herbes. On s'arrête là, on va finir à pied sans doute. Mon pilote enlève son casque avec un râle de soulagement. Ses cheveux bruns, épais et un peu gras retombent sur ses joues en reprenant la forme du casque. Ah, ça fait du bien d'enlever la tête de la cocotte minute. Ça va, toi? Oui, moi c'est bon, merci. Je ne sais pas qui vous êtes, mais merci de m'avoir sorti de là, qui que vous soyez. La deuxième moto stoppe également. À son tour, son valeureux 4 cylindres et son pilote s'approche de nous. C'est une femme, au teint doucement hâlé, très brune, fine, avec des yeux larges en forme d'amande. Elle est si belle. Toutes ces émotions, la liberté tant désirée, qui s'est enfin invitée et mon cœur qui se met à battre si fort. Bien, reprend le premier. Moi, c'est Ionis. Voici Thelma. C'est ma miss, ma muse, ma camarade de jeu. Il y a aussi Zach dans la bande. Tu le verras plus tard. Lui, c'est notre petit génie de l'informatique. C'est lui qui a fait le nécessaire pour que tu puisses sortir. Vous savez donc qui je suis? Pourquoi m'avez-vous aidé? 5 minutes, papillon. Tu viens juste de retrouver la liberté et tu te tortures déjà les ménages. Viens, on va profiter des 2 heures de soleil qui restent pour aller se remplir de plein de bonnes choses. Il n'y a pas grand confort dans cette bicoque, mais le frigo est plein, tu vas voir. On va se mettre vers le ponton au bord du lac. Tu verras comme c'est beau, quand le soleil vient se coucher juste en face. Il y a combien de temps que tu n'as pas vu un vrai coucher de soleil? Assez longtemps, je crois. Une éternité, en fait. Eh ben, tu vois. Allez, viens. Thelma me prend par la main, avec un naturel déconcertant. On ne s'est pas encore dit un mot, mais j'ai l'impression de la connaître depuis la nuit des temps. Elle me guide vers le lac, un peu sombre, pendant que Ionis défait des sangles et sacs attelés sur son dos rond, en lançant quelques jurons. Le petit feu que nous avons allumé, entre ces 3 cailloux, commence à prendre un peu d'assurance. Les flammes virevoltent et lèchent la pointe des rochers. Le soleil se couche et cette chaleur à nos pieds va nous aider à affronter le froid humide de la nuit qui ne va pas tarder à nous assaillir. Pour la toute première fois de ma vie, je me sens vraiment bien. J'ai décidé d'oublier tout le reste, tant que ça sera possible. Ionis raconte des tas d'histoires.
sur leur voyage, sur des amis fantasques et insouciants comme eux. Je crois que tout n'est pas vrai, mais c'est agréable à écouter. Il s'interrompt souvent pour retourner une tranche de viande ou un des légumes que nous avons mis à griller. Thelma parle peu, mais sa voix est douce et agréable. Elle n'a pas 30 ans, un visage fin d'adolescente et de longs cheveux bruns qui retombent presque sur ses fesses. On a échangé quelques banalités, nos prénoms, des commentaires sur la beauté du lieu. Les odeurs de la viande grillée parviennent jusqu'à nos narines palpitantes. Nos bouches salivent en attendant le repas qui va nous combler après cette journée passée aux quatre vents. Dès que le soleil s'est couché, les oiseaux se sont mis à chanter dans la forêt qui nous entoure. Je crois que c'est ça le bonheur. Thelma se penche sur mon épaule. Tu nous as demandé si on savait qui tu étais tout à l'heure. Oui, je voudrais en savoir un peu plus sur vous. Qui êtes-vous pour avoir pris tous ces risques pour moi? Yonis émerge à travers la fumée du barbecue tel un diablotin fantasque. On est des aventuriers, mon pote. Il s'approche de moi, un peu trop près d'ailleurs. Je peux presque sentir son haleine de fin de journée. On appartient à une société secrète. Quoi? Et il éclate de rire. Mais Thelma n'esquisse qu'un sourire poli. Elle comprend mon désarroi et ne veut pas me laisser comme ça. En fait, on est juste une bande d'amis qui s'aiment et qui ont les mêmes goûts pour la liberté et pour ce qui est juste. Il semble qu'il soit juste de t'avoir aidé. Yonis devient sérieux cette fois. Il s'approche de Thelma et pose sa main sur le bas de son dos. On est unis par des liens très forts tous les trois. Avec Zach aussi que tu connais pas encore. Mais tu verras, c'est un phénomène, un génie. C'est grâce à lui que tu es ici, je t'ai déjà dit. On partage une idée sur la vie. Je sais pas comment t'expliquer. Essaie. Ben, toi, tu vois, il paraît qu'au moment de mourir, on se repasse des choses de notre vie, une sorte de film. Tu connais ça, je l'invente pas, c'est connu. Je sais pas si c'est vrai, mais je l'ai entendu dire en tout cas. Eh bien moi Yonis, à ce moment-là, je veux voir des trucs extraordinaires. Des trucs que je suis le seul à avoir fait. Je veux que ce soit un feu d'artifice dans ma tête. Je veux pas attendre la mort. Rien de pire qu'être malade et connaître ce qui reste du chemin avant de le coup près. Je veux qu'elle me surprenne la mort, la faucheuse. Quand je m'y attends pas. Tu comprends? Oui, je crois que je vois ce que tu veux dire. Je crois pas en Dieu. Tu vois, tous ces trucs, le paradis, l'enfer, ces trucs-là, je crois que le jour où c'est fini, ça se déconnecte là-dedans, tout simplement. Et après, il n'y a plus rien. Ça s'arrête, c'est tout. Alors je veux que ma vie soit folle. Je veux que ça se termine comme un bouquet final. Je te le souhaite en tout cas, Yonis. Il me regarde avec un sourire béat. Un sourire franc, sans embarras, heureux. Il me lance une tape amicale sur l'épaule. T'es cool, je suis content qu'on t'ait sorti de là, lance-t-il finalement. Mais comment saviez-vous que j'étais là? Thelma se rapproche du feu pour se réchauffer un peu. Les flammes et les ombres se dessinent sur son visage. C'est Zach qui a tout organisé. C'est un pirate informatique de haut vol. Il serait très riche s'il le voulait, mais ça n'intéresse pas. C'est un pirate à l'ancienne. Il est entré en contact avec un autre hacker, une femme, apparemment, qui lui a dit qu'il y avait un coup à tenter et lui a dit que le centre de recherche était une couverture des services secrets. Elle lui a aussi dit en particulier qu'il détenait un jeune homme contre son gré. Zach est toujours prêt à jouer les chevaliers blancs contre le gouvernement dans ces cas-là. Il a organisé la cyberattaque du centre et il a fait appel à nous pour ta fuite. Celle qui a demandé son aide utilise le nom de code de Mandragora. Apparemment, elle n'a pas menti puisque tu es là. Louise. C'était Louise. Tu sais de qui il s'agit? Je pense avoir une idée, oui. Est-ce que vous avez un contact avec elle? J'aimerais lui parler, j'aimerais vraiment la remercier. Yonis, qui était un peu en recul en train d'effriter de la résine de cannabis, s'approche du feu à son tour. Ouais, ça se pourrait bien que tu la revoies, Nejdan. Ça se pourrait bien. Yonis, Thelma, s'il vous plaît, dites-moi tout. Je sors de prison, j'ai besoin de savoir où je vais. J'ai confiance en vous. Yonis me porte un regard attendri. Il oublie son pétard et se brûle légèrement les doigts. Il s'approche de moi en me tendant la tige fumante que je refuse poliment. Il sort une carte de sa veste et la déplie. Pas de problème, on va te dire. Regarde, on est ici. Demain, on reprend la route vers la frontière canadienne. On va rester quelques jours par là, dans une planque à nous. Tu comprends, je sais pas trop à quel point t'es recherché. C'est les services secrets qui sont après toi quand même. Et après? Une fois qu'on s'est fait un peu oublier, on passe la frontière, Zach s'est occupé de tout, t'inquiète pas. D'ailleurs, lui, on le retrouvera à Montréal. Puis on remontera ensemble côté Canada français, vers Québec.
puis Saint-Laurent, jusqu'à un bled nommé Rivière-des-Loups. C'est là qu'on devrait retrouver, enfin, ton ange gardien, là, Louise. C'est comme ça que tu l'as appelé tout à l'heure, non? On y sera dans 15 jours environ, maximum. Lost in this cosmic abyss, my mind takes flight. Dark echoes pulsating, setting the stage for the night. Galactic melodies guide me through the unknown. In this abstract hip-hop song, I feel at home. Navigating the depths like a jazz improv.